Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser à Adobe qui a perdu 14% suite aux résultats. Donc au niveau des sources de revenus, on en a trois. Le digital media, le digital experience, troisième étant publishing, je vais même pas le prendre en compte. On est seulement à 300 millions de revenus, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Après, pour les deux autres sources de revenus qui sont Digital Media et Digital Experience, donc ChatGPT il nous dit que Media c'est donc des logiciels créatifs, donc on connaît tous, hein, Photoshop, Acrobat, etc. Et qui sont vendus sous forme d'abonnement. Donc c'est souvent des business models à forte marge, donc ça c'est intéressant. Et ensuite, on a le Digital Experience qui, lui, sont plutôt du coup des solutions marketing numérique, d'analyse de données et d'optimisation de l'expérience client. Et ici, du coup, les marges sont également élevées, on le verra plus tard, mais c'est surtout un business sous forme de SaaS. Donc, en règle générale, c'est peu de capex également, et donc du coup des marges plutôt élevées. Donc, on va voir si ça se reproduit là-dessus. Donc, j'ai regardé un petit peu le earnings call de l'entreprise pour le Q4. Ce qu'il y a à retenir, c'est principalement ça, hein, c'est que les revenus totaux ont fait plus 11%, donc on est quand même sur un trimestre qui est sympathique en termes de hausse. On a Digital Media qui a augmenté de 12% et Digital Experience de 10% avec 12% en termes d'abonnements supplémentaires. Donc ça pareil, hein, les abonnements c'est très intéressant, c'est des revenus qui sont récurrents, donc on va pouvoir s'intéresser à ça. En tout cas, on reste sur une croissance de minimum 10% sur tout ça. Donc c'est plutôt intéressant. En termes de chiffre d'affaires, l'entreprise du coup a eu une période assez compliquée, hein, entre 2013 et 2015, on va dire ça comme ça. Mais bon, aujourd'hui l'entreprise n'est plus du tout ce qu'elle est à cette époque-là. Et depuis on voit qu'il y a vraiment une très jolie hausse de son chiffre d'affaires qui est vraiment très droite, très linéaire. Donc voilà, très récemment, on a plutôt des croissances à 10, 10, 11, 12, 9. Voilà. On est quand même à peu près sur les 10% de croissance sur les deux-trois dernières années. Mais auparavant, on a eu des performances un peu plus intéressantes, donc de 20, 26, 30. Donc voilà, ça reste quand même des croissances qui sont intéressantes. Et pour moi, le critère du chiffre d'affaires qui doit être supérieur à 10% est donc totalement validé. Avant de passer à la suite des critères de qualité, je vais vous demander de vous abonner et de liker, ce serait très généreux de votre part. Donc au niveau du free cash flow, là on voit qu'il est quand même vachement moins linéaire que le chiffre d'affaires qui lui était plutôt sur du 15%, 13%, 10%. Là on est plutôt sur des explosions de chiffre d'affaires à donc 40%, 37, 29, voilà, vraiment des explosions de free cash flow. Mais par contre, on a aussi des années qui sont un peu dans le négatif. Donc les années 2013-2015, comme on l'avait vu sur le chiffre d'affaires, qui n'était pas excellente. Mais du coup, on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe vers la fin. Et donc, on a principalement une très jolie hausse du free cash flow, si ce n'est une baisse en 2023, ce qui du coup est un petit peu péjoratif. Mais bon, pour moi, c'est un critère qui est totalement satisfait également, hein, 10% de croissance du free cash flow. Même si c'est pas extrêmement linéaire, on est quand même sur un critère qui est validé pour moi. Ensuite, on va passer au ROCE. Donc le ROCE en novembre, il a été de 41%, ce qui est largement au-dessus de mon critère qui lui est plutôt autour des 15%. Et si on regarde plutôt le ROE, donc le return on equity, donc là qui compare la dette et les incomes, et donc là ici on est sur un ROE qui est également très élevé à 35%, mais qui au final on le voit sur du long terme est quand même sur une belle augmentation. En 2010 on était à 7-8% à peu près, ensuite on est descendu à 3-4% dans les années 2014-2015, pour remonter vachement plus haut. Donc sur du long terme, c'est un ROCE qui est très intéressant, un ROE qui est également très intéressant. Donc c'est un critère qui est également totalement validé. Pour le moment, on est sur du 3 sur 3. Ensuite, on va passer sur les marges. Donc les marges de l'entreprise qui, comme on le voit sur du long terme, donc en termes de grosse margin, donc la marge brute, elle a légèrement diminué, donc dévissé petit à petit, et puis là on est plutôt sur une marge qui réaugmente, donc ça c'est plutôt intéressant. On est sur 89% de grosse margin, donc c'est une marge qui est très importante. Comme on le disait avant, c'est suite à la nature du business, tout simplement, avec des revenus abonnements, des business sous forme de SaaS, etc. Ensuite, sur du 2024, en termes d'operating et de net margin, on est sur du 31 et du 26% de marge. Donc ici, pareil, hein, on est sur 2009 avec de l'operating et du net margin qui diminue jusqu'en 2015. Et après, on a de nouveau une croissance de ces marges-là pour atteindre du coup les 31 et 26% de marge. Donc on est vraiment sur des marges gross operating et net margin qui sont très élevées, donc très intéressantes. C'est un critère qui est également totalement satisfait. On va simplement s'intéresser cette fois-ci au free cash flow margin qui lui est à 51,25% pour novembre 2024, qui est également un free cash flow extraordinairement élevé. On a un minimum de free cash flow margin à 27%, un maximum à 44%, sachant que moi je vise un free cash flow margin de 15%.
Donc là, le critère est complètement validé également. Donc maintenant, on va passer au cinquième critère, le critère de rachat d'actions. Donc ici, on voit notamment ici, grâce à des courbes très rouges, que on a un graphique qui est vers le bas, donc c'est-à-dire beaucoup de rachats d'actions par l'entreprise. Donc en somme, c'est très positif pour nous qui allons avoir une part de nos actions de plus en plus conséquente dans l'entreprise. On remarque que depuis 2015, ils font des rachats d'actions, hein, donc ça c'est très très intéressant, et qu'ils ont fait une légère émission d'actions dans les années 2013-2014. Au niveau de sa dette, donc l'entreprise, on l'a vu, elle a un free cash flow de 6 milliards 500 millions, ok. Mais en termes de dette, on a du coup une entreprise qui a 7 milliards 800 millions de cash et une dette totale de 4 milliards 800 millions. Donc on a plus de free cash flow que de dettes. Donc ça c'est très positif, ça veut dire que l'entreprise gère très bien son business en règle générale. Et en plus de ça, on a plus de cash que de dettes. Donc en soi, l'entreprise n'a pas du tout de problème de dette. Et donc ensuite, on va s'intéresser aux CAPEX, donc les dépenses en Capital Expenditures et les dépenses en Stock-Based Compensation, donc les SBC, qui sont les rémunérations en actions de l'entreprise. Donc ici, avec un free cash flow de 6 milliards 500 millions, on a des CAPEX de 180 millions seulement, ce qui correspond à peu près à 3-4% du free cash flow. Alors on voit que par le passé, c'était plus élevé, mais ça restait quand même extrêmement faible. On était sur du moins de 10% du free cash flow. Donc franchement, c'est un CAPEX qui est extrêmement géré, mais c'est quand même assez propre à la nature du business qui, du coup, est, comme je le disais, plutôt sous forme d'abonnement et de SaaS. Donc ça demande peu de dépenses en CAPEX comparé à d'autres entreprises qui vont avoir plutôt des industries ou quoi que ce soit. Pour ce qui est des SBC, alors elles vont être juste ici, voilà, 1 milliard 800 millions, 1 milliard 700 millions, 400, voilà. Donc on a quand même une augmentation des SBC qui est quand même assez significative, mais pour l'instant on est quand même sur des SBC qui sont très positifs. Donc à voir ce que ça donne, mais pour l'instant je considère ça comme une entreprise qui est bien gérée. Maintenant qu'on vient de voir que mes 6 critères de qualité sont complètement validés, on va passer sur la valorisation de l'entreprise. Donc j'ai rentré comme d'habitude le free cash flow actuel de l'entreprise, 6 milliards 550 millions. Le ticker de l'entreprise qui nous donne le prix actuel de l'entreprise à 474,63, hein, donc juste ici. On a également le nombre d'actions en circulation de l'entreprise, 445 millions, le cash et la dette qu'on a pu retrouver du coup dans la balance sheet qu'on va avoir justement ici et juste là, hop, voilà. Et ensuite, du coup, il nous reste à estimer le price to free cash flow, la croissance du free cash flow et le discount rate. Donc là, discount rate, c'est la performance que je désire faire avec cette entreprise. Alors étant donné que le S&P 500 fait du 10-11% par an et que moi je cherche plutôt une performance supérieure parce que je fais du stock picking, je vais partir sur du minimum 12% et on va se faire une petite marge de sécurité de 1%. Donc on va partir sur du 13% de discount rate. Alors au niveau de l'estimation de la croissance du free cash flow, on va essayer de prendre une donnée qui est quand même assez peu détaillée. Le but c'est juste d'avoir une idée de ce que pourrait donner l'entreprise. Donc nous, on a un chiffre d'affaires qui a augmenté de 11% d'une année sur l'autre. On a vu que récemment, on était plutôt sur du 10% de croissance. Donc on va partir sur une croissance du chiffre d'affaires de 8%. D'accord. Sauf que on a vu qu'on avait des marges qui étaient quand même en augmentation assez légèrement. Donc on partirait plutôt sur, selon moi, du 9-10% de croissance du free cash flow et avec un free cash flow par action qui augmenterait de 10-11%. Donc voilà, on va partir gentiment sur une croissance du free cash flow assez classique de 10% par an sur les 10 prochaines années. On va voir ce que ça donne. Donc pour ce qui est du free cash flow, par contre, si on regarde sur Finance Charts, on voit que donc, le free cash flow actuel est de 32,4, ce qui est quand même un free cash flow très élevé, un price to free cash flow, pardon, très élevé. On a vu qu'il était descendu très récemment, là, en mi-2023 à 20, 23, donc qui peut descendre en dessous des 30, hein, largement. Mais par contre, voilà, sur du plus long terme, donc 10 ans, il est à 36 le price to free cash flow, sur 5 ans, il est à 37, 3 ans, il est à 35, donc c'est quand même des price to free cash flow qui sont très élevés. Moi, je vais partir sur un free cash flow à 25, très prudent. Donc là, ça nous donnerait une valeur intrinsèque de l'entreprise à 344 dollars, c'est-à-dire une surévaluation de 27%. Bon, 343 dollars, si on regarde ce que ça donne en courbe, on aurait eu l'opportunité sur les plus bas de 2022-2023. Donc effectivement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et si on se dit que peut-être le price to free cash flow pourrait être à 30 sur 10 ans, on est sur du 400 dollars. Donc là, 400 dollars, on est également sur une période assez rare, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui est quand même déjà arrivé plusieurs fois sur ces 5 dernières années.
Donc voilà, des opportunités qui sont en somme totalement probables, avec une croissance du free cash flow de 10%. Ça me paraît quand même être très honnête, avec une surévaluation de seulement 16%. Donc en soi, si l'entreprise, suite à ses résultats, continue d'avoir une performance relativement négative sur les semaines et les mois à venir, ça pourrait être potentiellement une opportunité que je pourrais prendre et donc un achat sur Adobe qui pourrait se concrétiser. Donc pour l'instant, je n'achète pas Adobe. Par contre, je vais mettre ça dans ma watchlist et potentiellement faire une recherche plus approfondie sur l'entreprise. Peut-être que j'arriverai à des croissances du free cash flow plus élevées. En tout cas, vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous partez d'une proposition, d'une prévision plus optimiste avec une croissance du free cash flow à 12, 14, 16% ou un price to free cash flow plus élevé. Donc dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo également. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.